Tout a commencé par un fracas dans l'obscurité qui précédait l'aube. Le silence de la nuit a été brisé par le crissement strident du métal tordu et du verre brisé. J'ai senti le monde basculer sous moi, l'élan se dérober, puis entrer en collision avec une force qui m'a coupé le souffle. Un instant, j'ai oscillé entre le sommeil et l'éveil, à l'abri dans le ronronnement du moteur pendant qu'Ivy nous ramenait de chez ses parents. L'instant d'après, tout n'était que chaos. Un fracas assourdissant, le monde se retournant comme une page d'un livre ruiné, puis le noir. À mon retour, la première chose que j'ai ressentie a été la douleur, une douleur électrique omniprésente qui a parcouru mon corps et m'a cloué à un pieu invisible. Mes yeux se sont ouverts en sursaut, peu habitués à la luminosité qui me transperçait les paupières. Il y avait des draps blancs, stériles et impersonnels, alourdis par un labyrinthe de fils électriques, créant une toile d'araignée sur ma poitrine et mes membres. Une pulsation sourde résonna dans mon crâne, comme si quelqu'un tambourinait dans ma tête. Ma respiration devint saccadée et ma vision vacilla avant de se fixer sur un plafond pâle. L'odeur stérile d'antiseptique flottait lourdement dans l'air, mêlée à une vague odeur de sueur et de peur. J'essayais de me retourner, mais un poids froid me retenait les bras. Je réalisais qu'ils étaient attachés au lit. La panique me monta à la poitrine comme une bile. Je me forçai à rester immobile, laissant la vague initiale de confusion et d'inquiétude me traverser sans capituler. Je ne parvenais pas à donner un sens à la douleur. Des bribes de souvenirs refirent surface. La voix d'Yves qui m'appelait, le flash des phares, puis plus rien. Le bip d'un moniteur devint un ancrage rythmique à la réalité. Une ligne qui montait et descendait sur un écran dans un coin était ma seule preuve que j'étais en vie. J'avalais, la gorge irritée, et invoquais la volonté de parler. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, formant des sons qui furent engloutis par le bourdonnement de la pièce. Je me concentrais sur la sensation de mes poumons se remplir d'air puis se vider, associant chaque inspiration à un bref instant de lucidité. J'entendis des pas doux, mesurés, déterminés. Un médecin en blouse verte apparut au pied de mon lit, presse-papier à la main, les sourcils froncés. Sans se retourner, il commença à me détailler une litanie de signes vitaux et d'examens. Son état est stable, mais les scanners montrent une fracture du sternum, une rupture de la rate et de multiples contusions. Il faudra surveiller son hémorragie interne. Il est sous sédation lourde, mais celle-ci devrait s'estomper d'ici demain matin. Sédation ? Une voix faible et inconnue intervint. Mon regard se porta vers la porte. Une infirmière se tenait là, la culpabilité gravée sur son visage. J'ai lu de la compassion dans ses yeux. Cela me réconforta de savoir que quelqu'un se souciait de moi. Je serrai les mâchoires, espérant que la douleur s'atténue suffisamment pour que je puisse parler plus clairement. Où est Ivy ? Le médecin marqua une pause, une épingle au-dessus du dossier. Il s'éclaircit la gorge. Votre femme. Légèrement commotionnée, elle refusait de rester plus longtemps que l'évaluation initiale. Elle a signé les papiers de sortie. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait d'autres engagements. Je suis désolé. Sa voix était neutre, dépourvue du ton réconfortant dont j'avais tant besoin. Je retins un cri, mon cœur se serrant et battant à tout rompre, plus par trahison que par blessure physique. Ivy m'a laissé seul ici tandis qu'elle s'éloignait de l'épave. Je n'arrivais pas à déterminer si c'était la peur ou quelque chose de plus sombre qui motivait sa décision. Mon estomac se noua, la réalité se déformant à chaque battement de mon cœur. J'essayais de me concentrer sur l'expression de l'infirmière, en quête de compassion, de compréhension, peut-être d'une raison de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à ma famille. L'infirmière s'approcha et posa une main douce sur le bord du lit. « Je suis là », murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas seul. Tu vas t'en sortir. » Ces mots étaient simples, mais ils m'ont ancré comme l'absence d'Ivy ne l'aurait pas fait. J'ai hoché la tête, même si ma nuque était rugueuse au moindre mouvement. Que s'est-il passé ? Ai-je murmuré, la voix rauque. Un SUV a grillé un feu rouge, a-t-elle dit doucement. Il t'a percuté. L'impact a été violent. Ta voiture a absorbé la majeure partie de l'énergie. Elle déglutit. Tu as de la chance d'être en vie. Son réconfort me parut étrange, doux comme du miel dans une coupe amère. Je fermai les yeux, laissant la gravité de sa gentillesse s'infiltrer jusqu'à mes os. Le temps devint élastique. Les minutes se transformèrent en heures. Je sombra dans l'inconscience, hanté par les flashs de l'accident qui se rejouaient derrière mes paupières. Chaque fois que je voyais le cadre mutilé, le visage d'Ivy au volant devenait flou, le regard vide.
Je voulais la réveiller pour comprendre pourquoi elle m'avait laissé dans les décombres, mais mon corps refusait. Je ne pouvais rassembler que la faible pulsation de défi qui bourdonnait sous mes côtes. La douleur griffonnait mes pensées, mais sous elle se cachait une étincelle de résilience. Je résolus alors que cette épave, ce début brisé, ne me définirait pas. Je récupérerais chaque morceau brisé, les recoudrais avec détermination. Je ne serais pas une victime dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je tracerais mon propre chemin. Finalement, un changement d'équipe. De nouveaux visages apparurent. Le bip des moniteurs s'est atténué pour laisser place à une berceuse d'endurance. Je laissai la douleur et les souvenirs m'envahir, sachant que de ces ruines, je sortirais blessé mais libéré. L'accident marqua la fin d'une histoire, et c'est ici que commença le premier chapitre de ma propre survie. Lorsque je repris conscience comme une vague réticente, la première chose que j'entendis ne fut ni la voix divine ni le bourdonnement rythmique du respirateur. C'était la cadence froide et clinique de sa question au médecin. Mes oreilles, encore résonnantes de l'écho de l'accident, captèrent chaque syllabe comme des balles. « Peut-on utiliser son organe pour aider ma sœur » demanda Ivy d'un ton presque désinvolte, comme si elle parlait de voiture de location plutôt que de l'homme sur le brancard. Je tournai brusquement la tête vers la source de cette voix, mais un épais brouillard obscurcit ma vision. J'étais à moitié submergé sous des draps blancs emmêlés et des pinces de sparadrap médical, surveillé par des machines qui mesuraient chaque respiration et chaque battement de cœur. Mais je n'offrais aucun réconfort ni aucune aide. Chaleur. La question flottait dans l'air, incisive et brutale, me déchirant de l'intérieur. Avant que je puisse rassembler suffisamment de lucidité pour crier que j'étais en vie, que j'entendais chaque mot, sa mère, Clara, se pencha en avant, les lèvres pincées de mépris. De toute façon, il est inutile, déclara-t-elle d'une voix douce et malicieuse. Elle tapota le bras du médecin comme si elle consolait un petit enfant. Et ces mots étaient le reproche d'une mère à un bambin indiscipliné. Inutile, un fardeau. Mon cœur se serrait dans ma poitrine. Chaque battement était un coup de marteau contre mes côtes. J'aurais pu gémir, mais la douce agitation du respirateur pour contrôler mes poumons engloutissait tout son. La déclaration de Clara résonna sur les murs stériles, renforcée par le plâtre écaillé et les néons au-dessus de ma tête, jusqu'à ressembler à une confession gravée dans la cloison sèche elle-même. Puis Barrett, rigide comme une statue de marbre et 2 fois plus froid, ajouta sa propre marque de dégoût, la voix dénuée de compassion. « Ce n'est qu'un fardeau, dit-il. » Le menton saillant comme une accusation. À cet instant, les acclamations pour le salut potentiel de la sœur d'Ivy s'entrelaçaient autour de moi comme des barbelés. Ceux-là même qui avaient juré de m'aimer et de me chérir avaient unanimement décidé que j'étais jetable, sacrifiable dans la quête de la survie de Fallon. Ma vision s'éclaircit suffisamment pour se concentrer sur la silhouette sévère de Barrett, son attitude bureaucratique, comme s'il évaluait une machine défectueuse plutôt que l'homme qui avait construit la moitié des systèmes de sa propre entreprise. La trahison se solidifia en moi, plus vive que n'importe quel éclat de verre du crash, et j'eus un goût de bile au fond de la gorge. Le médecin hésita, son bloc-notes tremblant dans sa main gauche. Son regard oscillait entre le visage résolu d'Ivy et le dernier scintillement de peau sur un écran proche, une tache vive et furieuse indiquant une hémorragie interne, conséquence de ma rupture de rate. Je m'efforçai de parler, de leur rappeler que j'étais plus qu'un dépôt d'organes attendant d'être catalogué pour être donné. Mais la douleur vive et les sangles serrées tout autour de moi, je gardais ma voix enfermée. Au lieu de cela, je restais allongé, immobile comme une statue de pierre, les poignets attachés par des menottes de cuir, l'esprit ressassant chaque souvenir de rire doux et de rêves partagés, un montage désormais souillé par cette révélation monstrueuse. Lorsque la tension atteignit son paroxysme, un léger clic annonça l'entrée de l'infirmière. C'était la même qui m'avait offert de l'eau à mon réveil. Celle dont le front s'était froncé d'inquiétude sincère lorsqu'elle avait ajusté ma perfusion. Elle resta à mes côtés et croisa mon regard, son expression passant du détachement professionnel à une expression plus proche du chagrin. Je réussis à lui adresser un petit signe de tête, une supplication muette. À l'aide. Elle recula, appuya sur un petit bouton rouge du panneau de commande du lit, appelant la sécurité avec le doux tintement d'une alarme qui résonna dans le couloir. Les premiers frémissements de puissance me revinrent alors, s'épanouissant malgré mon corps meurtri. Les agents de sécurité descendirent le couloir en quelques minutes, bloc-notes à la main. Le sifflement de leurs chaussures sur l'énolium, annonçant l'autorité. Le visage d'Yvette, autrefois suffisant et imperturbable, se vida de ses couleurs lorsqu'elle réalisa que son calcul s'était retourné contre elle.
Clara pinça les lèvres d'inquiétude, et le masque sévère de Barrett s'effrita, révélant un réel malaise. J'essayais de parler pour les prévenir que j'étais réveillé et à l'écoute, mais ma gorge était comme en verre. Au lieu de cela, je les regardais se lever à l'unisson, le médecin s'avançant pour expliquer qu'un rapport éthique avait été déposé. Leur bannissement fut rapide et sans appel. Ils furent escortés hors des lieux en vertu d'une ordonnance de protection interdisant tout contact ultérieur. Le silence s'installa de nouveau, rompu seulement par les bips des moniteurs et le léger frottement des bottes de sécurité s'éloignant dans le couloir. L'air, autrefois lourd de trahison, vibrait maintenant d'un triomphe silencieux. J'expirais délibérément, sentant chaque respiration insuffler un peu plus de force dans mes poumons. Plus tard, lorsqu'une avocate nommée Rowan arriva, impeccable, mallette à la main, le regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique, elle expliqua en quoi la demande d'Ivy constituait une contrainte. Et pour faute médicale. Elle parlait d'un ton clair et mesuré, lisant une ordonnance déjà signée. 48 heures plus tard, un juge m'accordait l'émancipation médicale, supprimant le nom d'Ivy de mon dossier et m'accordant l'autonomie sur chaque procédure, chaque décision. Allongé dans ce lit, les bandages me démangeant les côtes, j'ai compris le véritable sens de la survie. Ce n'était pas simplement se réveiller. C'était se réveiller à qui l'on est vraiment. Ivy avait tenté de faire de mon corps un compte en banque, échangeant ma santé contre celle de sa sœur. Clara et Barrett s'étaient entendus à mes dépens. Mais j'étais là, respirant à ma guise, insensible à leurs murmures. J'éprouvais un frisson d'émotion, quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la capacité d'agir. La pièce semblait plus lumineuse après leur départ. Les bips des moniteurs se sont atténués. La peur qui m'avait saisi depuis l'accident s'est transformée en une impulsion constante de détermination. Je n'étais plus à leur merci. Je mènerais cette guérison à ma façon, traçant mon chemin à travers la douleur et méfiance envers la destination que j'aurais choisie. Mon esprit était rempli de projets. Comment reprendre des forces, comment tenir Ivy responsable, comment m'assurer que personne ne me traiterait plus jamais comme une pièce de rechange. L'émancipation légale n'était que la première victoire. J'avais toute une histoire à écrire, dont de nombreux chapitres restaient à écrire. Cette nuit-là, alors que les lumières de l'hôpital s'éteignaient pour la garde du soir et que le silence régnait dans les couloirs, anticipation du repos, je sombrais dans un sommeil sans peur. Je dormais en sachant qu'à mon réveil, le monde m'appartiendrait à nouveau. Muscle par muscle, pensée par pensée, murmure par murmure indéniable, je me suis réveillé dans un monde réduit à un blanc aseptisé et au rythme régulier des machines. Mon corps semblait plus lourd que les barreaux d'une prison. Chaque membre était un monument de douleur, attaché par des câbles et des tubes. La première pensée tangible qui me vint à l'esprit fut que personne ne m'avait rendu visite. Pas de Lierre s'excusant en larmes. Pas de Clara s'agitant autour d'une corbeille de fruits décorative. Pas de Barrett présidant la réunion comme un homme déçu. Patriarche. Le vide résonna en moi. J'eus le souffle coupé et je fixai le plafond comme si j'espérais qu'une fissure s'ouvre et laisse entrer quelqu'un qui se soucie de moi. Un léger bruissement à mon chevet attira mon regard vers un enregistreur perché sur la petite table où se trouvait ma carafe d'eau et une pile de formulaires juridiques. Je l'avais cherché, une petite rébellion, un moyen de capturer ce qui se disait alors que je n'étais pas censé l'entendre. Il brillait dans la lumière crue du néon. Un témoin silencieux prêt à relater les ténèbres de la trahison de ma famille. Je tendis la main vers lui, mais la douleur me traversa le flanc. Je laissai retomber ma main sur les draps. L'enregistreur pouvait attendre. Les infirmières allaient et venaient, se glissant dans ma chambre comme des stores, leurs uniformes chuchotant contre le sol ciré. Je les observais toutes, scrutant leur visage à la recherche de compassion ou de reconnaissance. La plupart jetaient un coup d'œil à mon dossier, murmuraient des observations de routine et partaient sans hésiter. L'absence d'Ivy et de son clan était comme une bénédiction drapée de tristesse. Pendant des années, j'avais accepté leur présence. Même lorsque masqué par le dédain, car je croyais que la famille offrait un refuge où puiser de la force. Maintenant qu'ils étaient partis, leur silence semblait moins vicié que leur voix ne l'avait jamais été. Puis j'ai rencontré Léo. Il était plus jeune que la plupart, avec une assurance douce dans sa posture et une douce gentillesse dans son regard. Lors de son premier service, il s'est arrêté au pied de mon lit et m'a observé un long moment sans dire un mot. Finalement, il a parlé assez bas pour que je sois la seule à l'entendre. « Tu es réveillé » a-t-il dit, surpris et soulagé. Le soulagement m'a envahi comme une chaleur. « Tu as dormi presque toute la journée. »
Je voulais t'examiner avant de faire ma ronde. Ces mots étaient professionnels, mais l'intimité de son inquiétude semblait subversive dans ce lieu où l'empathie était rationnée. J'ai réussi à hocher la tête, la gorge irritée par le manque d'attention. Léo, ai-je râlé, à peine assez fort pour être entendu. Il a sursauté comme si je venais de me réveiller d'un rêve. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont rétrécis pensivement. Tu les as entendus, demanda-t-il doucement en s'asseyant au bord du lit. Qui a entendu, demandai-je, même si je voyais à son expression qu'il le savait déjà. Votre femme et sa famille, dit-il d'une voix douce comme du coton. Ils étaient là hier soir. Je déposai le rapport d'éthique. Il m'adressa un mince sourire, un sourire de solidarité. Je fermai les yeux et laissai le souvenir de leur voix se rejouer. Le calcul calme d'Yvet, la cruauté complaisante de Clara, portaient leur impitoyable jugement. Je veux les enregistrements, ai-je recommandé. J'ai besoin de preuves. Léo hocha la tête, tendit la main et appuya sur un bouton de l'enregistreur. Il démarra, puis s'éteignit. C'est prêt quand vous l'êtes, dit-il. Son geste me parut à la fois ordinaire et héroïque. J'expirai, forçant l'air à traverser la douleur qui me rongeait les côtes comme un serpent vengeur. Dis-moi ce qui se passera quand ils reviendront, murmurai-je. Je serai prêt, hésita-t-il, scrutant mon visage à la recherche de signes de détresse. Ils ne seront pas autorisés à revenir, dit-il doucement. Mais s'ils reviennent, je vous le ferai savoir immédiatement. Cette promesse était comme un bouclier dressé autour de moi. Mon pouls ralentit et je sombrai dans un brouillard semi-conscient où la présence de Léo me réconfortait plus que mon propre sang. Dans ce brouillard, je l'imaginais comme un gardien, observant, protégeant, attentif à toute tentative de violer ma fragile autonomie. Les jours s'écoulaient dans un cortège de prises de médicaments, d'exercices de kinésithérapie et de monotonie. Mon corps me faisait mal, mais mon esprit s'endurcissait. J'utilisais l'enregistreur pour cartographier le labyrinthe de la cruauté de ma famille. Je passais leurs paroles en boucle, transcrivant chaque syllabe sur un acte juridique que je rédigeais à la main d'une main tremblante. Page après page, je détaillais leur volonté d'exploiter mon corps, leur empressement à me réduire au silence par le biais du gaz. Chaque ligne était un clou enfoncé dans le cercueil de leur autorité sur ma vie. Alors que la sédation se dissipait, je retrouvai Rowan. Elle est arrivée vêtue d'un tailleur qui reflétait la compétence plutôt que la compassion. Ses mains étaient fermes tandis qu'elle examinait mes notes. Je levai les yeux pour saluer les miennes d'un signe d'approbation. C'est convaincant, a-t-elle dit en tapotant la transcription d'un doigt osseux. Nous utiliserons cela pour obtenir une ordonnance restrictive et modifier davantage votre statut juridique. Vous pourriez même demander des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Sa voix était sèche, mais j'ai perçu un courant de respect sous-jacent que je n'avais pas ressenti de mon propre sang. J'ai compris que, dans son empressement à me renvoyer, la famille d'Yvet avait sous-estimé jusqu'où je serais capable d'aller pour me reconquérir. À la fin de la semaine, l'ordonnance de protection a été prolongée, interdisant tout contact avec moi et mon équipe médicale. La famille d'Yvet l'a contesté, mais les transcriptions et le témoignage de Léo ne laissaient aucune place au doute. Chaque victoire juridique a recollé des fragments de ma dignité. La chambre d'hôpital, autrefois une cage de trahison, est devenue un havre de paix. Je trouvais du réconfort dans la routine. Les pages impeccables des dossiers médicaux, le pas mesuré des infirmières, le ton méthodique de la correspondance juridique. Par un beau matin, l'infirmière en chef arriva, portant une blouse propre et m'annonçant mon transfert dans une aile privée. Elle sourit, une chaleur rare éclairant son visage. Un étage plus calme, dit-elle. Plus d'espace, moins d'interruptions. J'acquiesçai, ressentant une pointe de gratitude inattendue. Tandis qu'il me faisait rouler dans le couloir, Léo à mes côtés, les roues grinçant contre le linoléum, je contemplais les portes closes et les murs stériles, désormais transformés de symboles de confinement en marqueurs de survie. Chaque porte que nous croisions témoignait des combats que j'avais menés et gagnés. Je pressai une main contre ma poitrine, sentant sous les bandages un cœur qui battait avec une férocité déterminée. Cette nuit-là, seul dans ma nouvelle chambre, je restai éveillé, écoutant le faible bourdonnement des bouches d'aération, sentant l'enregistreur à mes côtés. La chaleur d'Yvet et l'affection conditionnelle de sa famille ne me manquèrent pas. Au lieu de cela, j'ai embrassé le silence, un espace où je pouvais entendre ma propre voix s'élever au-dessus de leurs murmures. Le fantôme dans le lit n'était plus une victime, mais un témoin et bientôt l'auteur de ce qui allait suivre. 2 nuits après avoir exclu Ivy et sa famille du service, j'étais
Allongé dans le calme retrouvé de ma chambre privée, un espace à la fois surréaliste et sacré. La lumière du couloir filtrait sous la porte, dessinant une bande pâle sur le sol. Mes côtes battaient à chaque battement de cœur, me rappelant que mon corps avait encore besoin de temps pour se rétablir. Pourtant, sous la douleur physique, une tension nouvelle s'est emparée de ma poitrine. Ivy allait revenir, et cette fois, je serais prêt. Il était plus de minuit lorsque j'entendis des voix chuchoter dans le couloir. Je tendis l'oreille, à fleur de peau. Lorsqu'ils atteignirent ma porte, les pas ralentirent jusqu'à s'arrêter timidement. Je collai mon oreille contre le bois frais, mon pouce accélérant d'impatience et de dégoût. La voix d'Ivy résonna dans l'espace, fragile mais déterminée. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Barrett, Clara, laissez-moi entrer. J'ai besoin de lui parler. La clé cliqueta, puis un clic décisif. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe, révélant Ivy et, derrière elle, la silhouette de son père. Leurs regards se posèrent sur l'enregistreur posé sur ma table de chevet, mais aucun des deux ne le reconnut. Au lieu de cela, ils avancèrent comme si j'étais un trophée à remporter plutôt qu'un homme qu'ils avaient failli sacrifier. Je restai immobile, cherchant le sommeil, même si mon esprit s'emballait. Les sangles de cuir qui m'avaient attaché avaient disparu depuis longtemps, remplacées par une simple blouse d'hôpital, 4 rangées qui partaient de mon bras et menaient à une poche stérile de sérum physiologique. Mes jambes étaient libres. J'aurais pu me lever d'un bond, mais je choisis de rester là, savourant l'instant où leur certitude se transformerait en inquiétude. La voix d'Ivy se fit douce, murmurée. « S'il te plaît, Wesley, tu dois manger. » Sa supplication mourut sur ses lèvres lorsque Barrett s'avança, le torse bombé avec autorité. « C'est ridicule. La vie de Fallon dépend de lui, dit-il d'un ton teinté d'impatience. Il ne prit pas la peine de scruter la pièce. Il supposa simplement que le lit céderait. Mais je n'étais pas le patient aveugle dont il se souvenait. J'étais éveillé, pleinement conscient et farouchement vivant. L'infirmier, Léo, tourna au coin de la rue à cet instant, son instinct prenant le dessus sur sa formation. Sa large silhouette emplissait l'embrasure de la porte et il leva la main. « Je suis désolé, mais les heures de visite sont terminées, dit-il d'une voix ferme mais maîtrisée. Le regard d'Ivy se posa sur son épaule où brillait un badge. Le halètement de Clara résonna dans le couloir. Barrett serra les mâchoires, mais il hocha brièvement la tête et recula, Ivy le suivant. La porte se referma avec un bruit sourd et décisif. J'expirai, la tension se dissipant. Léo croisa mon regard et esquissa un petit sourire entendu avant de poser une main douce sur la barrière. Ils essayaient de revenir, murmura-t-il. Je l'éteignis. Le soulagement me submergea comme une eau chaude, emportant mes dernières hésitations. Je tendis une main tremblante vers le magnétophone. Joue-le, murmurai-je. Léo obéit. L'appareil se déclencha et emplit la pièce de voix empreintes de trahison. La question mesurée d'Ivy, le rejet glacial de sa mère, portait leur jugement méprisant. Chaque syllabe me revenait en écho, une litanie de la cruauté que j'avais éprouvée. J'ai enduré. J'ai fermé les yeux tandis que les voix m'envahissaient, sentant la force brute des preuves consolider ma détermination. J'ai de nouveau appuyé sur « Enregistrer » et j'ai laissé les dernières secondes de cette rencontre rejoindre ma collection de preuves. Au matin, Rowan avait organisé une nouvelle audience. Les transcriptions et les enregistrements audio étaient soigneusement empilés devant elle. Chaque page témoignait de leur tentative de s'approprier mon corps. Elle a mené la procédure judiciaire avec une précision mécanique, déposant des requêtes, rédigeant des requêtes et soumettant des preuves. Je l'ai observée assise sur une chaise près de mon lit, comme si je supervisais la destruction de l'autorité de ma famille. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ivy était venue négocier, comme si j'occupais encore la position de l'homme qu'elle appelait autrefois son mari. Mais j'avais renégocié les termes de mon existence. Je n'étais plus disposé à troquer ma vie contre leur convenance. La décision du juge fut rapide et catégorique. Non seulement Ivy était définitivement privée de tout droit de regard sur mes décisions médicales, mais le tribunal a également prononcé des sanctions contre Barrett et Clara pour outrage et violence psychologique. Ce fut une décision historique dans la juridiction de l'hôpital. Un patient marié pouvait légalement s'émanciper de l'autorité médicale de son conjoint. Le juge a cité les enregistrements comme preuve irréfutable de coercition. Assis dans la galerie, je me suis appuyé contre mon épaule et j'ai regardé Ivy entrer dans la salle d'audience, flanquée d'un avocat. Son visage exprimait le désespoir,
mais il s'est effondré à la lecture du jugement. Lorsque le juge est tombé, ses épaules se sont affaissées, comme si le poids de chaque cruauté inexprimée pesait sur sa poitrine. Je n'ai pas célébré. Même cette victoire me semblait creuse, enveloppée par l'amère constatation d'avoir perdu la vie que je croyais avoir vécue. Pourtant, une étincelle de triomphe brillait dans mes veines, preuve que le royaume de mon corps et de mes choix m'appartenait à moi seul. De retour dans ma chambre d'hôpital, j'étais allongé dans mon lit, le soleil matinal filtrant à travers les stores, des bandes de lumière jouant sur le sol. La pièce ne ressemblait plus à une cage, mais au lieu où je pouvais ressurgir. Léo a examiné mon ses signes vitaux, son sourire chaleureux et triomphant. « Tu as réussi, dit-il. Tu es libre. » J'acquiesçai, sentant le pouls à mon poignet, régulier et loyal. Je pris la pile de transcription et la plaçai dans un dossier intitulé « Dossier personnel de Wesley Ward ». Quelque part dans les tiroirs de ma table de nuit se trouvait un testament et une procuration rédigée et signée sous la direction de Rowan. Mon nom était désormais celui de l'auteur de mon histoire, et non une note de bas de page dans le leur. Je laissai retomber le dossier sur la table et fermai les yeux, respirant profondément. L'odeur de l'antiseptique avait perdu son piquant. Elle sentait maintenant le renouveau, la promesse de guérison. À cet instant, tandis que mon esprit dérivait vers des pensées de chez moi et du monde au-delà des murs de l'hôpital, je compris la pleine mesure de ma transformation. Ivy avait réclamé mon organe. Comme si ma valeur pouvait se quantifier à son utilité. Clara et Barrett avaient accepté. Mais en tentant de me réduire à la somme de mes parties, ils oublièrent le seul élément qu'ils ne pouvaient contrôler, ma volonté. Par un vœu silencieux, je libérai les souvenirs de leur trahison, les laissant s'installer dans le passé. Mon corps, fracturé, meurtri, mais intact, me porterait vers l'avant. Un témoignage vivant du pouvoir de reconquérir son propre cœur. Pas le sien, mais le mien. Lorsque le comité d'éthique de l'hôpital s'est réuni à huis clos, à voix basse, j'étais allongé dans mon lit, écoutant le léger clic de mon enregistreur qui enregistrait chaque violation du protocole. Chaque intention murmurée de ma famille de manipuler mon corps pour en faire une marchandise. L'air dans le couloir devant ma porte vibrait de tension, et je sentais plutôt qu'entendait le mouvement des uniformes tandis que les administrateurs et le personnel de sécurité se préparaient à exécuter l'ordre. Je fermais les yeux et respirais profondément, sentant chaque inspiration combler les creux laissés par les côtes fracturées et la confiance brisée. À cet instant, je compris que la dissolution de leur pouvoir sur moi leur ferait plus mal que n'importe quelle blessure physique que j'avais subie. La lumière matinale filtrait à travers les stores en longues et étroites barreaux, illuminant la pièce stérile d'une manière crue, presque théâtrale. Une équipe de médecins et d'infirmières entra. Formation, tête penchée sur les presse-papiers et les dossiers médicaux. Ils s'arrêtèrent devant ma porte, confirmant la directive du tribunal. Ivy Ward et ses parents furent bannis des lieux, privés de tout contact avec moi et mon dossier médical. J'ai vu leur visage vaciller à l'évocation de mon nom, j'ai lu un mélange de soulagement et de gêne dans leurs yeux. L'institution avait enfin choisi de me protéger plutôt que de céder aux caprices d'une belle-mère prétentieuse. Mon pouls s'accéléra, preuve que je possédais encore un cœur digne d'être défendu. Plus tard dans l'après-midi, je fus transféré dans une aile privée, une chambre spacieuse avec une fenêtre donnant sur la rivière. Le doux murmure de l'eau en contrebas et le bourdonnement lointain de la vie urbaine m'apportèrent un sentiment de paix que je ne soupçonnais pas pouvoir ressentir entre ces murs. Tandis qu'il me conduisait dans le couloir, encore chancelant sur mes jambes, j'imaginais l'expression d'Ivy lorsqu'elle apprendrait que l'hôpital la considérait désormais comme une intruse. Ma poitrine se serra, un mélange de satisfaction et de tristesse. Ses pas ne résonneraient plus à mes oreilles tandis qu'elle évoquait mon sort comme si j'étais un objet inanimé. Ce chapitre de ma vie était clos. L'avocate, Rowan, m'a guidé à travers les démarches administratives. Nous étions assis ensemble dans une petite salle de conférence, le bureau du procureur d'un côté et les administrateurs médicaux de l'autre, tous témoins de l'affaiblissement de l'autorité de ma famille. L'expression de Rowan était impassible lorsqu'elle a présenté l'ordonnance de protection et la demande d'émancipation médicale. J'ai observé le léger changement de posture de la mère d'Ivy lorsqu'elle a compris que l'hôpital avait pris parti pour moi, son propre gendre. Les joues de Clara ont pris une couleur de honte, et les lèvres de Barrett se sont pincées. Les yeux d'Ivy, autrefois si calmes, ont scintillé d'une peur inattendue. Elle a esquissé des excuses, mais elles se sont noyées dans la lecture bureaucratique des statuts et des numéros de dossier. Lorsque la juge a signé l'ordonnance finale, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Monsieur Ward, cette institution et la loi reconnaissent votre droit à l'autonomie corporelle.
Personne ne peut passer outre vos décisions concernant votre traitement médical. Le poids de ces paroles m'envahit comme une bénédiction. Je sentis les derniers liens se desserrer autour de ma poitrine et, pour la première fois depuis des jours, je pus enfin respirer. Le juge esquissa un petit sourire, sans pitié, et leva l'audience. Ivy et ses parents se levèrent comme attachés à moi par des chaînes invisibles, mais lorsque ces chaînes furent coupées, leurs visages s'affaissèrent à l'unisson. De retour dans ma chambre, l'infirmier Léo réapparut. Son arrivée fut comme le lever du soleil après une longue nuit. Il vérifia si mes oreillers étaient ajustés et me demanda comment j'allais. Je me concentrai sur la sensation des draps frais contre mon dos et du soleil sur mon visage, un rappel sensoriel que j'étais vivante et libre. Mieux, murmurai-je. Beaucoup mieux, rit-il. Un son chaleureux et sincère, puis il hocha la tête. Tu as été respecté, dit-il simplement. Je pris sa main et la serrai. Dans ses yeux, je lus le reflet d'un homme qui avait cru en moi alors que ma propre famille m'avait déclaré superflu. Le sentiment s'est rapidement répandu dans l'hôpital. Les médecins qui passaient autrefois devant ma porte se sont arrêtés pour m'offrir des sourires encourageants. Des infirmières ont déposé des cartes de prompt rétablissement sur ma table de chevet. L'une d'elles, une femme nommée Mara, a apporté un petit bouquet de marguerites dans un simple bocal en verre. Je les ai placées près de l'enregistreur et les ai regardées illuminer la pièce de leur entêtement joyeux. Chaque pétale était comme un défi à l'obscurité que ma famille avait tenté de projeter sur moi. J'ai alors réalisé que j'étais né à la lumière de la compassion d'inconnus. Les 2 jours suivants, les séances de kinésithérapie ont repris avec intensité. Yara, la thérapeute qui m'avait la première fois tiré du lit, est revenue avec un sourire déterminé. Elle m'a guidé dans des exercices debout, mesurant mes progrès avec des marqueurs au sol. Les premiers pas ont été atroces. Mes jambes tremblaient sous le poids d'un corps qui me semblait étranger. Mais à chaque foulée, je ressentais la force de la mobilité retrouvée sous mes pieds. Les thérapeutes, autrefois observateurs distants, sont devenus mes alliés pour retrouver ma force. J'imaginais Ivy fut choquée de me voir marcher sans aide. Son plan avait été déjoué par mon refus de rester une victime. Avant ma sortie, Rowan m'a rendu visite une dernière fois. Elle m'a remis des dossiers remplis de documents juridiques, de documents d'émancipation médicale, d'ordonnances de protection, de demandes d'indemnisation et d'une cible pour la famille d'Ivy en vue d'une restitution. Elle m'a regardé et m'a dit, « Tu as le droit de porter plainte pour détresse émotionnelle. Si tu choisis de le faire, je m'en occupe. » J'ai étudié les papiers et ressenti la gravité de chaque ligne. Leur trahison avait laissé des blessures plus profondes que n'importe quelle coupure ou ecchymose. J'ai hoché la tête lentement. « Fais-le, ai-je dit. Et assurons-nous qu'ils paient pour ce qu'ils ont essayé de faire. » Le sourire de Rowan était féroce, celui d'un guerrier avant la bataille. À cet instant, j'ai su que j'avais dépassé le stade de la guérison. Je me préparais à les tenir responsables. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Léo m'a aidé à enfiler une combinaison empruntée. Mes côtes me brûlaient encore lorsque je me suis retourné, et mes pas étaient mesurés. J'ai jeté un coup d'œil au lit où j'avais été allongé, attaché et vulnérable, et j'ai ressenti une gratitude mêlée de triomphe. Merci, ai-je dit à Léo, sa présence réconfortante que je n'oublierai pas. Il a hoché la tête, le regard absent. Prends soin de toi, a-t-il répondu. En entrant dans l'ascenseur, les portes se refermèrent derrière moi comme un sceau sur ma nouvelle autonomie. Je serrai les dossiers dans ma main. Chacun portait mon nom à l'encre indélébile. Un témoignage de mon voyage du patient impuissant au défenseur de la récupération. Le lobby de l'hôpital a bourdonné de la vie. Le clic des talons, le murmure des conversations, le bruissement des papiers. J'ai inspiré l'air croustillant du monde extérieur, enfin libre de l'ombre de la cruauté de ma famille. Bien que mon corps portait les cicatrices de notre confrontation, mon esprit s'est senti incassable. Avec un dernier coup d'œil au bâtiment qui avait été témoin de mes pires moments, je me suis tourné vers la rue. Les voitures ont klaxonné, les piétons se sont effondrés et la rivière scintillait sous le soleil de l'après-midi. J'ai fléchi mes mains et fait un pas en avant, le crépitement de la détermination fredonnant dans mes veines. Les blessures de sortie que ma famille avait infligées ne guériraient jamais complètement, mais ils m'avaient forgé en moi une résilience que je transportais comme une armure. Je suis parti, laissant derrière lui l'hôpital qui me tenait une fois captif, prêt à écrire le prochain chapitre de ma vie. Ce n'est pas défini par le verre brisé, les chuchotements de trahison ou les dettes familiales, mais par la victoire durement gagnée de récupérer mon propre corps, ma propre volonté et mon propre destin.
La récupération était une danse avec peur. Chaque pas en avant une négociation entre l'ambition et l'agonie. Le matelas sous moi ressemblait à un champ de bataille. Chaque centimètre de mon corps protestant contre le simple fait de mentir à plat. Mes côtes se lançaient en protestation, chaque respiration un couteau qui a tranché à travers le muscle et la mémoire. Mais l'effondrement de l'influence de ma famille avait ravivé une étincelle de but. Et avec elle est venue une détermination inébranlable pour récupérer chaque fragment de moi-même. Lorsqu'Yara, ma physiothérapeute, est arrivée pour la première fois, elle a rayonné une confiance silencieuse qui m'a mis à la fois au défi et réconforté. Elle a déménagé avec la précision d'un conducteur, des exercices orchestrants qui m'ont forcé à affronter la vérité de ma forme encore fragile. Le premier jour de thérapie, je me suis allongé sur le dos contre un tapis vert pâle. La pièce se baignait dans une douce lumière du matin qui glissait par des fenêtres hautes. L'air était frais, repoussé avec l'odeur d'eucalyptus d'un diffuseur dans le coin. Yara s'agenouilla à côté de moi, ses mains douces, mais fermes alors qu'elle guidait mes membres à travers des mouvements provisoires. Nous allons prendre le lendemain, dit-elle, à la voix stable, chaque syllabe une promesse de progrès minutieux. Ce n'est pas une course, ses yeux se sont enfermés sur les miens et j'ai tiré son courage de sa confiance. J'ai fléchi mes chevilles et recroquevillé mes orteils, les muscles le long de mes jambes tremblant comme si je me rebelle contre leur nouvelle mission. Ensuite, j'ai levé la tête, faible au début, et j'ai ressenti la satisfaction féroce de voir le monde d'un plus grand avantage. C'était une petite victoire, mais à ce moment-là, c'était monumental. Au fur et à mesure que les jours progressaient, nos séances sont devenues un témoignage de l'équilibre délicat entre les limites de mon corps et l'entêtement de mon esprit. Yara m'a présenté des exercices d'activation de base, me demandant d'engager les muscles autour de mon torse comme s'ils se préparaient pour l'impact. Au début, mes efforts étaient faibles. Mes muscles de l'estomac flottaient comme des oiseaux effrayés. Mais à chaque répétition, j'ai senti que les fibres se renforceront, tissant ensemble derrière les cicatrices que les cartes GPS de douleur avaient une fois tracées. J'ai découvert que je n'avais jamais connu de muscles. Les minuscules stabilisateurs par ma colonne vertébrale. Les fibres diagonales qui se sont tordues sous mes côtes. Chaque nouvelle révélation ressemblait à la déverrouillage d'une carte cachée, révélant des voies pour récupérer mon centre. Debout est devenu le plus grand obstacle. Le matin, j'ai planté les 2 pieds sur le sol pour la première fois, je pensais que la douleur me briserait. Mon corps tremblait comme un culte nouveau-né essayant ses jambes pour la première fois. Yara se tenait devant moi, ses mains planant sur mes hanches. Lorsque vous vous sentez instable, regardez tout droit, a-t-elle entraîné. Concentrez-vous sur un point et faites confiance à votre équilibre. J'ai obéi, fixant mon regard sur une vitre fissurée à travers la pièce. Ma vision vacilla brièvement, mais j'ai trouvé un silence au cœur de mon être. J'ai ressenti une vague de triomphe. C'était la transformation d'un lit à une épine dorsale brisée que j'avais juré pour réaliser. Bientôt, j'ai obtenu mon diplôme de marche. Les premiers pas ont été laborieux. J'ai traité ma canne comme une bouée de sauvetage plutôt que comme un accessoire. Pourtant, à chaque pas, j'ai ressenti un réservoir de ténacité se mettant en commun sous ma peau, me nourrissant vers l'avant. Yara a introduit des marqueurs à distance sur le couloir. Des bandes de ruban vives qui mesurent mes progrès. Elle m'a mis au défi de passer 10 bandes, puis de 15 ans, puis de 20 ans. J'ai redécouvert le rythme du mouvement. La cadence d'une vie non liée par une blessure. Chaque robinet de ma chaussure contre le linoleum est devenu une affirmation. Je sortais de l'épave, moulé par la douleur, mais plus défini par elle. Dans les coulisses, j'ai travaillé avec Rowan pour modifier le cadre juridique qui garantirait mon indépendance au-delà de ces murs. Pendant que mon corps a reconstruit, mon esprit a aiguisé sa focalisation sur l'avenir. J'ai passé des soirées tranquilles à rédiger des amendements à ma volonté, j'ai notorié les pouvoirs d'avocat et des plans de nouveaux investissements. Chaque frappe était une frappe de marteau sur les murs que ma famille avait construits autour de moi. J'ai imaginé une entreprise avec mon nom à la porte, un espace de travail qui portait l'empreinte de ma volonté plutôt que leurs attentes suffocantes. Ces préparatifs m'ont ancré, me rappelant que la guérison physique était inséparable de la restauration de l'agence. Au fil des semaines, j'ai remarqué des changements subtils. Les épaules au carré, une résonance plus profonde dans ma voix, la façon dont j'ai inhalé et expiré avec des poumons plus pleins. La question d'Ivy, pouvons-nous utiliser son organe pour aider ma sœur à la place? Ne me hantez plus. Ce moment de trahison ultime avait été transmuté dans un catalyseur d'autodétermination. Mon corps,
autrefois une vue de tentative d'exploitation, était devenue un témoignage du pouvoir de récupérer son histoire. J'ai senti la gratitude remuer en moi pour l'accident qui avait tout séparé. À ses conséquences, j'ai déniché un réservoir de résilience que je ne connaissais pas. Yara a introduit des poids, des haltères légers que j'ai saisis avec précaution au début, comme s'il avait peur de convoquer de nouvelles fractures. Nous avons progressé vers des bandes de résistance qui enroulaient autour de mes cuisses, forçant mes jambes à pousser vers l'extérieur comme si elles se libèrent d'une cage invisible. La brûlure de l'effort a signalé des progrès plutôt que des punitions. Chaque goutte de sueur sur mes sourcils symbolisait une victoire sur l'impuissance qui m'avait autrefois étouffé tout au long des jours cauchemardesques de trahison et d'indignité. Un après-midi, nous nous sommes aventurés dehors. La cour de l'hôpital était un lotus de verdure au milieu des pierres tombales de béton. Yara m'a roulé vers un banc sous une canopée d'épalos. La lumière du soleil a tapé à travers les feuilles et une brise taquina les bords de ma robe. J'ai senti le vent glisser sous ma peau, remuant des souvenirs de disques avec Ivy avant l'accident. Les après-midi du soleil lorsque la confiance était aussi naturelle que la respiration. J'ai fermé les yeux, laissant une chaleur légère me laver. C'était la liberté sous sa forme la plus simple. Le monde au-delà des murs de l'hôpital, accessible une fois de plus via des jambes qui refusaient de rester brisées. Je me suis assis, poussant contre les accoudoirs du banc pour se tenir debout, quelque chose que je considérais une fois impossible. Mes jambes tremblaient mais tenaient fermement. Avant moi, je mets l'étendue de la cour, la promesse de voix non comptabilisée. J'ai fait un pas en avant, instable mais déterminé. Puis un autre, et un autre. Chaque foulée ressemblait à une réfutation silencieuse au fardeau de barrette inutile de Clara et à la proposition de disposition d'Ivy. J'ai marché jusqu'à ce que j'atteigne le bord du jardin, je me tournai et que je rencontre le regard approuvant de Yara. Son sourire était un cadeau plus précieux que toute elle qu'Ivy ait jamais offerte. Quand je suis retourné dans ma chambre ce soir-là, je suis arrivé avec Rowan par téléphone. Elle m'a félicité pour mes progrès et m'a rappelé que la sortie était imminente. « Vous avez construit une épine dorsale », a-t-elle déclaré. « Maintenant, utilisez-le. » Ces mots ont résonné plus profondément que toute étape physique. J'ai réalisé que le fondement de mon renouveau n'était pas simplement la guérison des éclats d'os, mais forger une colonne vertébrale de détermination suffisamment forte pour soutenir la vie que je concevais. Cette nuit-là, alors que Slave of Moonlight a tracé des motifs sur le mur, je me suis endormi avec un corps fatigué mais fier. Le lit qui symbolisait autrefois mon confinement avait cédé la place à une colonne vertébrale sur laquelle je pouvais compter. Demain, je prendrai mes prochaines étapes vers la décharge, vers le retour dans un monde que j'avais abandonné dans la défaite. Mais ce soir, j'ai honoré le voyage de la rupture à la force, de la victime à l'architecte de mon propre destin. Et sous l'oreiller, le bourdonnement régulier de mon rythme cardiaque a pulsé comme un tambour. Un testament que je ne survivais plus. Je vivais, reconstruisais et prête à rester non ennéée contre les défis à venir. Lorsque j'ai finalement été libéré, l'air croquant d'automne ressemblait à la permission de respirer complètement pour la première fois depuis l'accident. Mes côtes sont toujours hachées, et je me suis appuyé sur ma canne alors que je montais sur la passerelle avant de l'hôpital. Mais le monde au-delà de ces portes coulissantes a pulsé avec possibilité. Chaque rafale de vent portait l'odeur des feuilles et de la liberté tombée. Je m'arrêtais pour fermer les yeux et le boire. Je n'étais plus piégé dans un lit d'hôpital sous le contrôle de ceux qui m'ont vu comme un atout. J'étais un homme libre. Et maintenant, il était temps de récupérer tout ce que j'avais construit. De retour dans la voiture, je l'ai guidé dans les rues de la ville, je suis venu à côté de moi sur le siège passager. La famille de l'entreprise Ivy avait hérité de mon travail et est apparue sur le côté des systèmes d'échelons de construction avec des fenêtres en verre élégantes qui reflétaient le ciel comme un miroir. J'ai rappelé les innombrables heures que j'avais consacrées à l'architecture logicielle, les brevets déposés sous mon nom, les relations avec les clients cultivées par ma vision. Tout cela existait maintenant sous la gestion des personnes mêmes qui avaient essayé de me jeter comme la ferraille. Une vague d'indignation juste a chauffé mon sang. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai regardé le panneau en laiton poli, puis j'ai ouvert ma mallette et récupéré une pile de documents. Rowan les avait préparés au cours des dernières semaines. Avis de retrait de propriété, lettre d'intention de dévier mes actions et un accord de vente à un concurrent. J'avais tout arrangé sous un alias au début, donc personne n'anticiperait le coup. Il recevrait les avis simultanément, livrés par crieur de nuit le soir. Le matin, la propriété se déplacerait, les brevets transférés et mon conseiller juridique confirmerait que je m'étais entièrement éloigné,
laissant des systèmes d'échelons entre les mains d'une entreprise rivale désireuse d'absorber ses actifs. Mon nom disparaîtrait des minutes du conseil d'administration et des documents d'entreprise. Je me suis assis sur un banc sous un érable argenté, regardant les managers émerger du bâtiment. Ils ont transporté des tasses à café et des comprimés, inconscients de la tempête que j'avais mise en mouvement. J'ai tapé dans mon temple, en examinant mentalement le plan. Une fois l'acquisition du concurrent terminée, j'avais obtenu un poste de direction avec eux, un rôle que j'ai négocié discrètement des semaines plus tôt. C'était l'ironie parfaite. Je disparaissais d'échelon, seulement pour réapparaître à son successeur, portant avec moi la connaissance de son fonctionnement intérieur et la capacité de refaire son destin. L'accord était subordonné à la confidentialité jusqu'à la finalisation. La lettre d'engagement était assise soigneusement dans mon dossier. Mon téléphone buste. C'était Léo qui s'y enregistrait. « Comment tu tiens ?» il a demandé. « Mieux que moi depuis des années » ai-je répondu. Il rit et dans sa voix, j'ai entendu un vrai soulagement. « Je serai là quand tu auras besoin de moi » a-t-il dit. « Vous savez où me trouver. » J'ai promis de tendre la main une fois que la dévastature était terminée. Raccrochant, j'ai ressenti l'ampleur de ce qui nous attendait. Un démantèlement de l'empire que j'avais construit à partir de zéro et une renaissance dans un autre utérus d'entreprise, armé de connaissances et d'une colonne vertébrale d'acier. Cette nuit-là, longtemps après que les lumières du bureau se soient dimensionnées, le courrier est arrivé. J'ai regardé à travers la fenêtre pendant que le conducteur tendit une enveloppe épaisse au gardien de sécurité à la réception, qui l'a signée sans soupçon. À l'intérieur se trouvaient les avis de retrait, signés, notarisés et irrévocables. À l'aube, les lettres atterriraient sur les bureaux des membres du conseil d'administration. Ivy, Clara, Barrett. La maison calme de cartes qu'ils avaient soulevée sur mes épaules s'effondrerait avec le poids de mon absence. Le matin est venu rapidement. Je suis resté dans un café voisin, sirotant du café noir pendant que le soleil se levait, lisant les notifications de reçu pinging sur mon téléphone. Livré, chaque alerte déclarée. J'ai ressenti un frisson en sachant qu'à chaque confirmation, j'ai récupéré plus de mon agence. J'ai regardé des employés parcourir, scannant des badges à l'entrée. Bientôt, la panique ondulerait dans la chaîne de gestion alors que les membres du conseil d'administration ont découvert que leur majorité des parties prenantes s'était retirée. Les réunions d'urgence se réuniraient, les appels téléphoniques au cabinet d'avocats commenceraient et les avis juridiques circuleraient. Les systèmes d'échelon descendraient dans le chaos même que j'avais autrefois échappé de peu dans les couloirs de l'hôpital. Au milieu du matin, ma boîte de réception a inondé des messages de l'avocat d'Ivy exigeant des explications. Je les ai tous transmis à Rowan avec une instruction simple. À l'avenir à leur conseil. Sa réponse est venue en quelques minutes. Compris. Ils ont jusqu'à vendredi pour répondre ou nous procédons à des procédures de liquidation. Je me suis expiré, réalisant à quel point il était libérateur de prendre des décisions que leur cruauté avait dictées autrefois. Le grand livre qui a enregistré la propriété et la puissance était à moi pour ajuster, réécrire et redistribuer. Je suis rentré chez moi dans mon loft surplombant la rivière, un espace que j'avais rénové pendant ma convalescence. La lumière du soleil se déplaçait sur les planchers de bois franc et les plaques d'or. Mon plan de société, rédigé sur un tableau blanc, a décrit une nouvelle entreprise. Un conseil spécialisé dans l'intégration de la technologie éthique et les logiciels de défense des patients, zone douloureusement inspirée par mon épreuve. J'ai glissé ma carte clé au bureau où l'interface prototype brillait sur mon moniteur. Chaque caractéristique portait mes principes de signature, transparence, consentement et autonomisation. Aucun utilisateur ne se retrouverait aussi impuissant que je l'avais été. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Barrett, la voix tendue. Il a exigé de savoir pourquoi je me détestais sans discussion. J'ai répondu calmement. Ma décision a été prise il y a des semaines. Je vous ai fait confiance pour respecter mon autonomie. De toute évidence, cette confiance a été déplacée. J'ai raccroché, ne ressentant ni regret ni triomphe, juste la satisfaction d'avoir équilibré les échelles. Un avis juridique les obligeant à retourner toute information propriétaire a suivi, et Rowan m'a assuré que l'application serait rapide si nécessaire. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion virtuelle avec le conseil d'administration de ma nouvelle entreprise. Les dirigeants, triés sur le volet qui ont partagé mon engagement envers les pratiques éthiques, ont hoché la tête en décrit notre mission.
Nous contracterions les hôpitaux pour mettre en œuvre des portails de patients axés sur le consentement et offrir des cliniques légales à ceux qui sont confrontés à la coercition médicale. Nous avons eu un financement de démarrage grâce à la vente de mes actions, et l'acquisition du concurrent avait financé ma participation. Ainsi, les ressources que j'ai perdues autrefois ont maintenant été redirigées vers une cause née de ma trahison. En clôturant la réunion, j'ai ressenti une augmentation électrique de l'objectif. Le grand livre, une fois un enregistrement de mon soumission partielle, avait été récupéré et réécrit. Mes actionnaires comprenaient désormais des survivants comme moi, des défenseurs qui pensaient que la technologie devrait servir et ne jamais subjuguer. Le code que nous avons écrit intégrerait le respect à chaque clic et invite. Les patients verraient clairement quelles décisions ils ont dû faire face et consentir volontiers plutôt que d'être manipulés par des urgences chuchotées dans les couloirs hospitaliers. Cette nuit-là, je suis sorti sur mon balcon et j'ai regardé la rivière coulant sous les réverbères. L'eau, régulière et imparable, reflétait mon voyage de verre brisé à l'agence récupérée. J'ai imaginé la famille d'Yvet se précipiter vers la sauvegarde de ce qui restait de leur pied d'entreprise, et je ne ressentais aucune joie dans leur détresse, seulement l'assurance calme que j'avais reconstruit mon monde sur un terrain plus ferme. Le grand livre de ma vie, autrefois teinté de trahison et de perte, portait désormais des entrées qui reflétaient la résilience, l'autonomie et le but. J'ai pressé ma main vers la balustrade fraîche et fermé les yeux. Des feuilles d'automne ont dérivé comme des braises de changement, et dans leur descente tranquille, j'ai entendu la promesse de renouvellement. Le grand livre était à moi, l'histoire de l'histoire à dicter. Je ne serais plus un atout à échanger. J'étais l'architecte de mon destin, écrivant chaque ligne avec une résolution inébranlable. Et à mesure que la nuit s'améliorait, je souris, prêt à forger les chapitres mais non écrits. 3 mois étaient passés depuis que j'ai signé mes actions et m'éloignant des systèmes d'échelons. Pendant ce temps, j'ai reconstruit ma vie sur les fondations de moi-même, faisant une nouvelle entreprise, un nouveau but et la plus importante confiance inébranlable. Mon corps, une fois brisé à travers les feuilles d'hôpital, se tenait maintenant debout, chaque pas un témoignage de la distance que j'avais parcourue. Ma canne, une fois une bouée de sauvetage, était désormais plus symbole que la nécessité, tapant sur des sols en marbre avec une autorité silencieuse. Je savais que la rencontre d'aujourd'hui testerait plus que ma récupération physique. Cela mesurerait jusqu'où je viendrais de l'homme qu'il pensait pouvoir jeter. L'invitation est arrivée à l'aube. Une entreprise de recrutement de cadres embauchée discrètement par le concurrent qui a acquis les actifs d'échelon m'a offert un poste de SEUT. Le rôle était parfait. Le directeur de la stratégie chargé d'intégrer la technologie d'échelon dans le portefeuille de la nouvelle société mère. J'ai accepté immédiatement invisiblement les termes dans ma poche arrière avant qu'Yvi et sa famille savaient même que j'avais refait surface. Et ici, j'approchais de l'imposante façade en verre des innovations Parallax. Stable, Mind Sharp, j'ai monté l'ascenseur au dernier étage et je suis entré dans l'élégance silencieuse de la salle de conférence de Parallax. Les panneaux de bois noir se sont levés à un plafond complexe et aux fenêtres de piqûres de plancher ont révélé une vue panoramique sur la rivière, la même rivière que j'admirais une fois par la fenêtre de mon hôpital, maintenant un symbole de continuité plutôt que de confinement. Une longue table en acajou s'étendait devant moi, polie à un éclat réfléchissant. À son centre, Sad Barrett Ward, vêtu d'un costume sur mesure qui s'étendit aux épaules. Ses cheveux étaient argentés aux tempes, et son expression était un mélange d'anticipation nerveuse et de droit sévère. Je laisse la porte se fermer derrière moi, en cliquant légèrement sur ma canne contre le sol. Barrett leva les yeux, surpris de me voir debout là, de la canne à la main, de la combinaison croustillante, de regarder inébranlable. La pièce s'est calmée, des minutes allongées jusqu'à ce que je m'éclairais la gorge et que je parlais, la voix calme et résonnante. Bonjour, Barrett. Vous m'avez appelé une fois un fardeau. Aujourd'hui, vous postulez pour un poste sous ma direction. Mes paroles étaient suspendues dans les airs, délibérées et précises. Il a avalé la pomme d'Adam se balançant sous son col. Wesley, géré, voix serrée. Je ne réalisais pas que sa phrase dissoute dans le silence chargé, ponctuée uniquement par le bourdonnement du système de ventilation. J'ai fait un pas en avant lent, je suis venu en diagonale à travers le sol comme une flèche le pointant vers lui. J'imagine que c'est inattendu, ai-je dit. Mais les circonstances changent. Vous avez postulé pour le directeur des relations avec la clientèle il y a 2 semaines. Félicitations. Votre application est enfin arrivée au bon bureau. Il a rincé avec un cocktail d'indignation et de regret. Ses yeux s'échappèrent, cherchant un allié, mais les chaises le long des murs étaient vides.
pas de Clara ou de Ivy pour tamponner son malaise. Aucune tête polie hochant la tête dans un accord hypocrite. Barrett s'est rendu compte qu'il était seul dans son propre théâtre d'entreprise, soutenu par les hypothèses qu'il avait fait autrefois sur moi. À ce moment, le recruteur qui avait négocié ma position, un homme mince et des lunettes sans bord, est entré dans la pièce avec un dossier mince. Il l'a ouvert et a présenté une lettre que j'ai acceptée sans regarder. En fleurissant silencieux, il a tapé le bureau, signalant mon moment à lire. J'ai scanné le document avec un intérêt occasionnel, mes yeux se précipitent sur des paragraphes de langage formel qui transmettaient à la fois le respect et le regret. Lorsque j'ai atteint la clause qui disait « Offrez le renoncer », la demande refusée, je me suis permis d'un bref sourire avant de mettre de côté la lettre. J'ai plié mes bras sur ma poitrine et j'ai regardé Barrett. Je suis désolé, mais cette position n'est pas un ajustement, ai-je dit. Vos qualifications ne s'alignent pas avec nos objectifs stratégiques. La mâchoire de Barrett se serre. J'ai continué. De plus, votre portefeuille professionnel a été mis sur liste noire via notre réseau partenaire, avec effet immédiat. Tout client que vous essayez d'approcher recevra un avis le conseillant d'un conflit d'intérêts. Si vous choisissez de procéder dans ce domaine, vous trouverez plus de portes fermées que ouvertes. Un tremblement a traversé lui. Sa bouche s'ouvrit comme s'il avait l'intention de plaider. Au lieu de cela, il n'a réussi que. Vous ne pouvez pas faire ça. Mes lèvres se courbèrent sur les bords. J'ai répondu doucement. L'immobilité a englouti la pièce. Le recruteur se déplaça maladroitement, les yeux se déplaçant entre nous, mais ne dit rien. Barrett se leva, la ceinture de costume grinçait avec l'effort et a fait le tour de la table. Je n'ai pas tressailli. Ma canne est restée plantée, ma posture inchangée. Il se pencha, voix basse, mais venimeux. Vous me devez une explication. Le faible parfum de son cologne, Cedarwood, et du regret, a fait passer entre nous. Je m'arrêtai, savourant le moment. L'explication est simple. J'ai dit, vous avez favorisé une culture familiale qui m'a considéré comme consommable. Vous avez joué avec ma vie pour une greffe. Vous m'avez abandonné quand j'avais le plus besoin de vous. Vous m'avez vu comme rien d'autre que des lignes sur un grand livre. Ce n'est qu'une extension de ce grand livre. Considérez sa redistribution équitable. Il recula comme s'il avait frappé. Son visage pâle, et j'ai reconnu la véritable peur, une fracture plus profonde que n'importe quelle rubre. Barrett cligna des yeux comme s'il émergeait d'une brume. J'ai tapé la lettre sur la table. Cette lettre est notorise. La liste noire a été communiquée. Les partenaires ont reconnu leurs obligations en vertu du contrat. Je vous suggère de mettre à jour votre CV. Mes paroles étaient finales, irrévocables. Il se redressa, se balança et ses épaules s'affaissèrent. Wesley. De ses excuses est morte dans sa gorge, mutilée par la honte. Je l'ai coupé. Il n'y a plus rien à discuter. Je me tournai sur mon talon, Cain est en plein essor gracieusement et je me suis heurté vers la porte. Avant de partir, je me suis adressé au recruteur. Merci d'avoir facilité cette réunion. Nous enverrons notre calendrier de transition pour Parallax sur CRH. Il hocha la tête, un soulagement gravé sur ses traits. Barrett coulait sur la chaise, des doigts pressés dans ses tempes, des yeux fixés sur le sol comme s'il était aux prises avec la gravité de mon verdict. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte et jetai un coup d'œil en arrière une dernière fois. L'homme qui tenait une fois mon avenir en mépris était maintenant enfermé. Aucune pitié nécessaire. Aucune deuxième chance accordée. Il reconstruirait ou concéderait peut-être la défaite. Quoi qu'il en soit, son monde s'était déplacé sous ses pieds. À l'extérieur du couloir, bourdonné de tanières d'entreprise typiques, de pas, de conversations étouffées, de bagues de téléphone distantes. Pourtant, dans le silence de ce moment, j'ai ressenti une poussée électrisante de possession de soi. Je m'étais passé de la victime au catalyseur, ce qui exerce le pouvoir non pas par la violence, mais par l'application précise de l'effet de levier juridique et stratégique. J'ai tapé ma canne contre le sol poli une dernière fois avant de quitter les innovations Parallax. Mon esprit travaillait déjà sur les prochaines étapes, intégrant la nouvelle entreprise, intégrant les systèmes hérités et lancement du logiciel d'autonomisation des patients. Inspiré de mon épreuve. Chaque initiative a réaffirmé mon objectif. La technologie doit servir l'humanité, et non la marchandiser. Et alors que les portes se glissaient derrière moi, j'ai porté avec moi une leçon forgée en verre brisé et chuchotais les trahisons.
Ne sous-estimez jamais l'homme qui s'est reconstruit des éclats. Des semaines après la confrontation de la salle de conférence, une élance enveloppe est arrivée à mon loft, portant l'écriture familière d'Ivy. Mon cœur bégaya, mais j'ai glissé un doigt sous le rabat et déplié sa lettre. Les premières lignes tremblaient de contrition. Elle a revendiqué des remords, décrit l'état désespéré de Fallon et a plaidé pour mon aide. Je laisse ces mots dériver sur ma vision comme une cendre sur le vent, les regardant se désintégrer en rien. Sous son plaidoyer, j'ai placé un seul document, une copie propre de mon décret de divorce signé. En dessous, l'enregistrement final de leur conversation hospitalière, des admissions froides et calculées gravées avec une clarté indéniable. J'ai intitulé la fermeture du dossier et je l'ai enfermé aux côtés de la lettre. Aucune explication, pas d'excuse en retour. J'ai laissé tomber le paquet dans la fente de courrier et j'ai ressenti la ruée vers la libération. Ivy avait demandé à prendre mon cœur. Maintenant, j'avais rompu mes liens avec les siens. Les retombées ont traversé son monde. Fallon a trouvé un autre donateur et a survécu, mais leur réputation se retira. Le mariage d'Yvette s'est effondré sous le poids du scandale public. Quant à moi, j'ai regardé depuis la rive, me sentant plus léger avec chaque lettre et enregistrement que j'ai jeté dans le bac de recyclage. Mon chapitre de leur histoire s'était terminé, non dans la tragédie, mais dans la Bresse de mon choix, un triomphe tranquille s'élevant de leurs cendres. Je n'ai jamais imaginé à quel point il serait puissant de déverrouiller une porte avec mon propre nom estampillé sur le cadre. La lumière du soleil du matin a attrapé les lettres en laiton que nous brillons au-dessus du panneau de verre alors que j'approchais de mon nouveau siège social. Ma canne a tapé en toute confiance sur les marches en pierre, une proclamation rythmique de jusqu'où je venais depuis le réveil au milieu de verres brisés et de trahison. Je me suis arrêté et j'ai laissé le moment me laver. Je n'étais plus orphelin par la famille, plus défini par leurs demandes. Cet espace m'appartenait. À l'intérieur, la zone de réception était minimaliste. Un seul bureau en marbre, une usine sculpturale et un affichage numérique mural défilant l'énoncé de mission de notre entreprise, autonomisant l'autonomie grâce à la technologie éthique. L'écho de mes pas dans le couloir poli ressemblait à des applaudissements. J'ai hoché la tête à la réceptionniste, puis je me suis dirigé vers mon bureau, où les fenêtres du sol au plafond encadraient le débit constant de la rivière. Cela m'a rappelé que la vie avance, portant tout ce que nous avons enduré avec tout ce que nous devenons encore. Je me suis assis derrière un bureau en bois élégant, passant un doigt sur le grain. Devant moi, les contrats inauguraux ont des contrats, des accords avec les hôpitaux pour mettre en œuvre notre plateforme de consentement du patient, garantissant que personne d'autre ne souffrirait de l'ombre que j'avais échappé. J'ai ramassé une épingle et signé le premier document, scellant mon engagement envers la cause qui m'avait sauvé autant que toute intervention chirurgicale. Mon téléphone a bourdonné un message de Yara. Félicitations, PDG. Fier de vous. Un sourire courba mes lèvres. Du soutien inébranlable de Léo au plaidoyer juridique de Rowan, j'avais été renforcé par des alliés qui pensaient que j'étais plus qu'un inventaire de pièces. Je levai à nouveau pour jeter un coup d'œil au panneau au-dessus de la porte. Wesley Ward. Ce n'était pas seulement un nom. C'était une promesse. Une promesse que je continuerai à écrire chaque chapitre moi-même, en reconstruisant la force à chaque mot, chaque action, chaque battement de cœur. Je n'étais plus un donateur, plus un fardeau. J'étais l'auteur de mon propre destin.